Bonjour, nous voici dans la deuxième partie de passer du PC au Mac. Et aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser aux petits réglages afin de se sentir bien chez soi. Je vous invite à aller regarder les vidéos pour tout ce qui correspond à la customisation du Finder, des barres d'outils et ainsi de suite. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les préférences système. La rubrique clavier et souris est une rubrique très importante. Vous avez ici de quoi déterminer la rapidité d'exécution de votre clavier. Mais aussi, si vous êtes sur un portable, d'utiliser les touches de fonction comme des touches de fonction standard, c'est-à-dire de désactiver les fonctionnalités de type dashboard, spotlight, etc. Et donc, vous les réactiverez uniquement en appuyant sur la touche fonction FN, qui est située sur votre portable en bas à gauche et sur votre clavier sur le pavé central. La rubrique souris vous permet d'activer ou de désactiver des fonctionnalités. Par défaut au démarrage, le bouton, le clic droit et le clic gauche sont paramétrés comme un clic normal. Pendant longtemps, les souris Apple n'ont eu qu'un seul bouton. À l'heure actuelle, ils en ont deux, mais le clic droit s'obtenait tout simplement en faisant un clic classique et en maintenant la touche contrôle. Donc a priori maintenant, vous pouvez déterminer un clic droit à proprement parler. Toutes les souris vont fonctionner, en tout cas toutes les souris USB bien sûr, vont fonctionner sur Mac sans aucun driver. Néanmoins, si elles sont équipées de plusieurs boutons, vous aurez besoin d'avoir un driver pour pouvoir activer les fonctionnalités propres. Les souris Logitech en général fournissent un driver Mac. Vous avez ici les boutons latéraux de la Mighty Mouse qui vous permettent, chez moi, d'activer exposer. Donc on va mettre plusieurs, voilà, j'appuie sur les boutons latéraux et je vais donc avoir la fonctionnalité exposée. Je vais régler le défilement à 360 degrés pour la Mighty Mouse qui le supporte et j'ai défini le déplacement en rapide. Si vous mettez en lent, vous voyez que je vais avoir de grands mouvements à faire pour arriver au bord de mon écran. Si je le mets en très rapide, je vais parcourir l'écran avec un mouvement beaucoup plus difficile à maîtriser. Je me mets en règle générale à peu près comme ça. Le défilement peut être plus ou moins augmenté, donc c'est-à-dire que si vous êtes c'est pour le scroll au sein d'une page, par exemple, d'un document Word ou ce genre de choses. Et la vitesse du double-clic vous permet de contrôler. La répétition doit être rapide, par exemple, ici. La fonction zoom avec la boule de défilement marche quelle que soit la souris, pas uniquement avec la Mighty Mouse. Par défaut, il s'agit de maintenir la touche contrôle, puis de déplacer, de faire un mouvement sur la roulette centrale. On va activer le clavier. Donc si je maintiens contrôle et que je zoome, que je fais un déplacement de ma roulette, je vais donc avoir un effet zoom sur ma fenêtre. Et en revenant en arrière, je vais remettre le zoom à son effet 0. Nous allons nous intéresser à la configuration du trackpad sur un ordinateur portable. Donc pour ce faire, toujours la même chose, on ouvre Préférences système. On va sur clavier et souris et cette fois-ci on sélectionne trackpad. Donc ici vous pouvez déterminer comme d'habitude la vitesse de déplacement et la vitesse du double-clic et les options qui sont par défaut décochées quand vous achetez votre portable. Donc voilà, habituellement c'est comme ça. Je vous conseille d'activer l'utilisation des deux doigts pour le défilement qui vous permet donc de faire un défilement en cliquant, en glissant deux doigts en contact sur le trackpad de façon horizontale et verticale, vous permettent de simuler une roulette ou une molette de souris. Le zoom, c'est la même fonction, donc soit avec la touche Alt, soit avec la touche Contrôle, plus le mouvement de défilement. Le clic, vous pouvez activer donc le clic par un simple tapé sur le trackpad et ici l'utilisation, si vous tapez avec deux doigts, va vous faire l'équivalent du clic droit.
Donc ce qui est quand même très pratique. Et vous pouvez décider d'ignorer le trackpad si jamais vous connectez une souris. Je vous conseille aussi de cocher ignorer les utilisations accidentelles, ça vous évitera si jamais vous passez la main de voir votre souris galoper à l'autre bout de l'écran. Donc ça c'était une première chose et on va s'intéresser à la configuration d'un périphérique de type souris Bluetooth. Donc là je vais aller sur le menu Bluetooth. S'il n'est pas dans la barre, vous allez tout simplement le chercher dans les périphériques et vous avez ici configurer un nouvel appareil. Donc il suffit de suivre, vous déterminez ce que c'est, donc évidemment si c'est un casque, une souris, un clavier, etc. Vous allez faire continuer et il suffit tout simplement d'allumer votre souris. Donc là en l'occurrence je l'allume. Info contact, donc ma souris est allumée et il la reconnaît. Je vais cliquer sur continuer. Il va faire un jumelage. Donc si jamais c'est un clavier, il va vous demander de taper sur le clavier un code. Si c'est un téléphone portable, de la même façon, il faudra taper votre code sur le téléphone portable. Si par contre il s'agit d'une oreillette, d'une souris ou d'un périphérique qui n'a pas de clavier, dans ces cas-là, il va faire le jumelage tout seul. Donc désormais, j'ai des périphériques, là voilà, j'ai changé de souris, donc je peux l'utiliser sans aucun problème. Vous voyez qu'il lui a donné un nom, qu'il a fait donc un jumelage et qu'effectivement je suis connectée. Vous pouvez très bien désactiver le détectable, ça vous évitera d'avoir d'autres personnes essayant de se connecter via le Bluetooth. Vous pouvez déconnecter ou afficher des renseignements un petit peu plus importants. Vous pouvez bien sûr supprimer votre périphérique et vous avez ici des menus supplémentaires pour autoriser, s'il s'agit d'un clavier ou d'une souris, à réactiver l'ordinateur et éventuellement de partager via le Bluetooth la connexion Internet, ce qui n'est peut-être pas indispensable. Vous n'êtes pas obligé de garder l'icône dans le menu. Et s'il s'agit d'un appareil de téléphonie avec une mémoire et par exemple des photos, grâce à ce menu-là, vous allez pouvoir naviguer dans l'appareil photo pour récupérer vos images. La gestion de la batterie des périphériques Bluetooth se verra ici. Donc là, vous voyez que mes piles sont toutes neuves. Si j'avais un clavier, j'aurai de la même façon un indicateur de charge et vous avez ici le bouton radio qui vous permet d'activer ou non l'apparition du menu Bluetooth qui est ici dans la barre de menu. Si vous le décochez, bien sûr, l'icône disparaît. Le dernier onglet de la rubrique clavier et souris correspond au raccourci clavier. Donc c'est ici que vous allez pouvoir chercher d'éventuels raccourcis, notamment par exemple si vous avez du mal à utiliser Spotlight, qui normalement est accessible directement par le raccourci pomme plus espace, mais si ce raccourci est déjà utilisé par le système, ça pourrait très bien être contrôle plus espace. Donc si vous avez des difficultés à l'activer, allez vérifier dans les raccourcis clavier. Vous pouvez bien sûr rajouter vos propres raccourcis pour paramétrer au mieux votre accès. Dans la rubrique Bureau économiseur d'écran, vous allez pouvoir sélectionner tout simplement le fond d'écran que vous souhaitez, en sachant que vous pouvez ajouter grâce à la flèche en bas vos propres photos ou des dossiers contenant des fonds d'écran. Vous avez également accès directement à la bibliothèque e-photo. C'est aussi ici que vous allez pouvoir régler l'effet de transparence de la barre de menu. Donc vous voyez ici, la barre de menu est devenue opaque et je vais pouvoir la remettre transparente, donc on voit de nouveau le fond d'écran à travers. Les économiseurs d'écran vont se situer ici, vous pouvez en trouver différents sur le net. Et vous avez toujours la possibilité d'utiliser des économiseurs d'écran de façon aléatoire. De la même façon, vous pouvez décider de changer d'ordre, de changer d'image de fond d'écran à un intervalle plus ou moins important. Pour ce qui est du dock, c'est ici que l'on va gérer la taille
et l'effet d'agrandissement que vous pouvez porter au maximum, mais aussi son positionnement et le type de réduction correspondant à l'entrée de la fenêtre dans le dock. Donc ceci est l'effet génie. Et vous avez aussi un effet échelle qui est beaucoup moins joli. La fonction exposé et spaces se règle ici avec ce que l'on appelle les coins d'écran actifs. Vous avez la possibilité de donner une fonctionnalité à vos coins d'écran, vous permettant par exemple de lancer dashboard lorsque votre souris atteint le coin supérieur gauche. Vous réglez ici les raccourcis qui vous permettent de lancer et exposer en sachant que ces réglages-là ne seront pas opérationnels si vous avez un nouveau clavier puisqu'il y a des touches de fonction dédiées, les nouveaux claviers étant les claviers en aluminium. Même chose pour dashboard. Par contre, vous pouvez ici affecter le bouton central de votre Mighty Mouse ou les boutons effectivement de votre souris pour lancer dashboard en appuyant directement sur la roulette. Pour ce qui est de Spaces, je vous encourage à aller regarder la vidéo qui lui est dédiée. La rubrique internationale vous permettra de choisir les langues que vous souhaitez obtenir. Donc si vous souhaitez passer en anglais votre système, il suffit tout simplement de le mettre en premier et de refermer votre session. Les formats de devises, de mesures, etc. se règlent ici. Et le menu saisie permet d'activer ce qui correspond au clavier virtuel sur Windows, à savoir la palette de caractères. En cliquant sur la petite icône qui est apparue ici, vous allez avoir la possibilité d'afficher la palette de caractères vous permettant de retrouver les symboles qui vous manquent. Vous pouvez également activer le visualiseur de clavier, qui cette fois-ci vous permettra d'avoir un clavier virtuel à proprement parler. L'onglet Sécurité reprend les options pour protéger l'écran de veille par un mot de passe, désactiver l'ouverture de session automatique, chose que nous verrons dans la rubrique Compte, exiger donc un mot de passe pour déverrouiller les préférences système, une déconnexion automatique lorsque vous êtes absent et d'utiliser une mémoire virtuelle sécurisée, c'est-à-dire de vider la mémoire à chaque fois que vous mettez en veille. File Vote est une option de sécurité sur laquelle nous n'allons pas revenir et le pare-feu est situé ici. La rubrique Spotlight n'a pas d'énorme intérêt si ce n'est de définir dans quel ordre vous souhaitez voir apparaître les différentes rubriques de recherche. Si par exemple vous voulez que les applications soient en premier, sachant que vous les faites glisser pour avoir votre ordre de préférence, et la confidentialité vous permet de demander à Spotlight de ne pas s'intéresser à certains volumes, si vous avez différents volumes et vous ne souhaitez pas que ce soit indexé dans Spotlight. La gestion des moniteurs se fait de façon automatique. Si vous avez plusieurs écrans, vous allez avoir sur chacun des écrans, en ouvrant ce panneau de préférence, un réglage propre avec les différentes résolutions qui sont disponibles pour l'écran. Cette rubrique permet aussi de faire un basculement si vous avez un écran qui se tourne, basculement manuel. La rubrique économiseur d'énergie vous permet de définir l'activité de l'ordinateur ainsi que la suspension des disques durs ou la suspension d'activité des écrans. La rubrique son vous permet de déterminer l'entrée et les sorties ainsi que le niveau. Donc vous pouvez sélectionner des entrées et des sorties différentes suivant le matériel que vous avez raccordé à votre ordinateur. La rubrique partage, nous l'aborderons lorsque nous verrons comment se comporter sur le réseau. Les paramétrages de configuration réseau sont tous situés ici de façon extrêmement simplifiée et vous pouvez accéder aux réglages avancés en cliquant sur Avancer. C'est notamment là que vous allez pouvoir accéder au groupe de travail Windows et aux éventuels serveurs Windows. Par défaut, les Mac apparaissent sur les réseaux Windows dans le groupe de travail Workgroup. Vous avez ici accès et
vous pouvez directement paramétrer chacune des configurations et switcher entre les configurations sans aucun problème. Pour finir, afin de pouvoir afficher la date et l'heure dans la barre de menu, c'est bien sûr ici que ça se situe. Vous pouvez choisir de mettre à jour de façon automatique sur les serveurs Apple votre horloge. Vous déterminez ici le fuseau horaire et vous pouvez donc choisir d'afficher ou non votre date et heure dans la barre de menu, en sachant que vous pouvez très bien choisir une petite horloge analogique et vous avez une fonction de carillon qui vous permettra d'annoncer l'heure suivant des réglages qui vous vont. Vous pouvez parfaitement customiser la partie droite de votre barre de menu en maintenant la touche paume. Vous aurez la possibilité de déplacer les icônes pour les mettre dans l'ordre qui vous convient, mais aussi, en les tirant hors de la barre de menu, de déplacer et de supprimer l'affichage des icônes qui ne vous servent à rien. Par exemple, si vous ne souhaitez plus les voir apparaître. Nous allons nous intéresser à la création de comptes spécifiques aux différents utilisateurs de l'ordinateur. Ici, vous voyez que j'ai 4 comptes. Le premier sur lequel je suis en train de travailler est un compte administrateur. J'ai la possibilité d'accéder directement à ma fiche du carnet d'adresses et de modifier le mot de passe ainsi que l'image me représentant. La case autorisée à administrer cet ordinateur vous fait basculer du statut d'administrateur, c'est-à-dire habilité à effectuer des modifications sur l'ordinateur, nom d'ordinateur, configuration réseau, mais aussi jouer sur tout ce qui est mise à jour système, puisqu'il vous faudra un compte administrateur pour installer des applications et faire les mises à jour. J'ai sur ce compte sur cet ordinateur, 2 autres comptes qui sont administrateurs et un compte invité. Si je souhaite créer un nouveau compte, il me faut pour cela m'authentifier en tant qu'administrateur et j'ai désormais accès à la totalité des rubriques. La rubrique Options me permet de déterminer une ouverture automatique, c'est-à-dire si vous souhaitez que votre ordinateur démarre automatiquement, mais dans ces cas-là, il ne vous demandera pas de mot de passe, il ouvrira la session directement et vous arriverez sur le bureau. Vous pouvez choisir d'avoir une ouverture de session par la liste d'utilisateurs ou tout simplement par une liste vide, c'est-à-dire qu'il vous faudra taper à la fois le nom et le mot de passe. Ici, vous désactivez sur la fenêtre d'ouverture de session les boutons suspendre, démarrer et éteindre. C'est plus intéressant de les laisser. Vous pouvez choisir d'afficher ou pas les indices de mot de passe si vous les avez renseignés. Et vous pouvez activer VoiceOver, qui est un système de lecture de voix synthétique pour aider les malvoyants à lire les fenêtres. Ici, vous activez la permutation rapide utilisateur, ce qui fait que j'ai effectivement le nom ici dans la barre de menu et je vais pouvoir directement switcher entre les différents comptes afin de basculer d'un bureau à un autre. Si je le désactive, dans ces cas-là, je n'ai plus cette option et donc il me faut fermer la session pour pouvoir changer de compte. Imaginons que je souhaite faire passer ce compte en standard, il me suffit pour cela tout simplement de désactiver. À partir de là, quand je suis connecté sur ce compte, je ne pourrai plus faire de modifications au système, supprimer des fichiers qui sont dans la zone partagée et installer des logiciels dans le dossier d'application sans mot de passe de compte administrateur. Le compte invité est un compte particulier qui vous permet de prêter votre ordinateur à une personne de façon ponctuelle. C'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on va trouver sur les cybercafés, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez cessé d'utiliser l'ordinateur, la session s'efface, tout ce que vous avez fait, vos historiques, vos cookies, les pages web qui ont été visitées, les emails éventuellement écrits ou reçus vont s'effacer et vous allez restaurer une session qui n'aura donc plus de mémoire de ce que vous avez fait auparavant.
Si vous devez prêter votre ordinateur de façon ponctuelle, je vous encourage effectivement à faire ceci. Le compte invité ne peut pas activer, installer, modifier, faire des mises à jour, ni toucher à quoi que ce soit sur le système. Il ne peut pas installer d'application, il ne peut que utiliser l'ordinateur. Une fois qu'il aura fini sa session, alors tout va s'effacer. Au redémarrage de la session invitée, il n'y aura plus rien de mémorisé. D'ailleurs, c'est très bien expliqué ici. Il n'y aura pas non plus de mot de passe puisqu'il s'agit réellement d'un mode de cybercafé ponctuel. On peut choisir de laisser les invités se connecter à des dossiers partagés si vous avez mis différents dossiers partagés. Mais si vous désactivez cela, alors dans ces cas-là, le compte invité ne pourra pas accéder aux ressources mises en partage. Vous pouvez aussi en plus activer le contrôle parental qui vous permet par exemple d'empêcher sur le compte invité d'utiliser iChat, d'utiliser Mail et ainsi de suite. Donc globalement, pour prêter votre ordinateur, je vous conseille de cocher la première case et de laisser le reste, décocher les dossiers partagés car vous pourriez avoir des documents que vous ne souhaitez pas qu'ils puissent ouvrir. Le dernier type de compte est le compte contrôlé par contrôle parental. Donc si j'active ici le contrôle parental sur ce dossier d'utilisateur, je vais accéder aux différents panneaux. Le contrôle parental me permet de faire un Finder simplifié. Globalement, ce sera un Finder qui n'aura pas de barre latérale, pas d'accès aux fonctions de Finder de type créer un nouveau dossier ou quoi que ce soit. L'enfant n'aura que des fenêtres parfaitement simplifiées avec l'accès aux applications que vous aurez sélectionnées et aux documents contenus sur son bureau et uniquement ceci. Il n'y aura rien d'autre de possible. Les options du menu pomme ne comprennent que forcer à quitter et quitter la session. Vous pouvez décider de n'autoriser que certaines applications. Donc, vous avez différentes rubriques. Par exemple, là, vous pouvez désactiver en un seul clic toutes les applications iLife, iWork, mais aussi les widgets. Vous pouvez bien sûr désactiver seuls certains widgets. Et ensuite, vous avez toutes les autres applications qui ont été rajoutées. Donc à partir de là, vous pouvez choisir de cocher, décocher les applications auxquelles vous ne voulez pas qu'il ait accès. Je vous conseille également de décocher la rubrique utilitaire qui pourrait malheureusement faire grand mal si il va par exemple vous effacer un disque dur. Vous allez déterminer ici s'il a le droit d'utiliser les imprimantes, la gravure, s'il peut changer son mot de passe et s'il a le droit de modifier son doc. Si vous avez affaire à un enfant de bas âge, je vous conseille de désactiver effectivement changement de mot de passe pour éviter de vous retrouver avec un mot de passe totalement impossible à retrouver s'il a simplement tapé des lettres en vrac. La modification du doc peut être intéressante à désactiver, ne lui permettant pas de supprimer malencontreusement les raccourcis que vous aurez mis en place. Pour ce qui est du contenu, vous avez le droit de masquer les grossièretés dans le dictionnaire, mais surtout de restreindre la navigation des sites web auxquels vous ne souhaitez pas qu'il ait accès. Vous avez ici une option qui marque bien tenter de limiter automatiquement l'accès aux sites pour adultes et vous avez ici la possibilité de mettre directement les sites que vous souhaitez autoriser ou ne pas autoriser. Ici, c'est l'accès sans restriction. Moi, j'ai plutôt sélectionné ici l'accès restreint aux sites uniquement listés ici. C'est-à-dire que si l'enfant tape une autre adresse ou clique sur un lien qui n'est pas autorisé, Safari va refuser d'ouvrir la page qui correspond. Vous pouvez directement ajouter des signets ou ajouter un dossier de signets manuellement. Les fonctionnalités de restriction de mail et d'iChat vous permettent de déterminer les échanges qui vont être accessibles à l'enfant, à savoir les adresses de courrier électronique ou de messagerie instantanée
qui seront autorisés pour éviter qu'il soit contacté ou qu'il contacte des gens qu'il ne connaît pas ou que vous ne connaissez pas. Vous pouvez toujours décider d'avoir une notification en cas d'essai si jamais l'enfant essaye d'échanger du courrier avec un contact qui ne figurait pas à votre liste. Un mail vous sera envoyé pour vous en prévenir. Pour finir, vous pouvez limiter le temps d'accès à l'ordinateur avec une quantité en heures par jour pendant la semaine, du lundi au vendredi, en limitation horaire pour le samedi et dimanche de façon spécifique, et enfin un blocage d'horaire pour l'heure du coucher, par exemple. Lorsque l'enfant va à l'école, vous pouvez décider de bloquer à 19 h et pour le week-end de bloquer à 20 h. Donc en fait, là pendant la nuit, l'ordinateur refusera, l'enfant ne pourra pas se connecter. Pour finir, vous pouvez avoir ici l'historique de ce qui a été fait, avec la liste des sites web qui auront été bloqués par le contrôle parental, ce qu'il aura visité, les applications utilisées et les contacts qu'il aura eus via iChat ou mail. Vous pouvez à tout instant, du moment que vous êtes connecté sur un compte administrateur, modifier les droits d'accès et le type de compte d'un seul clic, mais vous pouvez bien sûr aussi choisir de créer un nouveau compte avec ici le type de compte, vous mettez le nom, un nom abrégé, un mot de passe et éventuellement la protection FileVault. Pour supprimer un compte de la même façon, il suffit de faire un seul clic sur le compte à supprimer et vous avez ici 3 options. Le premier, d'enregistrer tout de même, de garder dans une image disque le compte que vous avez supprimé, ce qui vous permettra de le monter comme un périphérique et d'aller piocher des éléments récupérés. Si vous avez par exemple si vous avez créé une petite maison avec un nom farfelu, je vous encourage à créer un deuxième compte, à enregistrer le dossier de départ dans l'image disque, ce qui vous permettra d'aller farfouiller et de récupérer tous vos documents pour les faire basculer dans votre nouveau compte. Vous pouvez choisir de laisser le dossier de départ dans le compte utilisateur, mais vous allez simplement supprimer le raccourci qui vous permet de l'ouvrir, ou tout simplement de tout supprimer. Sur Mac, on a la possibilité de masquer les extensions de fichiers afin de n'obtenir plus que le nom, c'est-à-dire ce qui est situé à gauche du point, donc faire disparaître toutes les extensions. Pour changer le nom d'un fichier, il vous suffit de faire un premier clic et de le mettre en surbrillance et un deuxième clic sur le nom, et vous voyez que en bleu est apparu ce qui peut être modifié. Deuxième chose, c'est comment ouvrir une application avec un logiciel différent de celui par défaut. 2 possibilités, soit vous choisissez ouvrir avec et vous prenez votre application, soit vous prenez votre fichier et vous allez le glisser sur l'application si tant est qu'elle soit dans le dock. Deuxième possibilité, vous faites lire les informations, fenêtre qui peut également être appelée en tapant la commande POM plus I ou commande plus I. Ici vous voyez que j'ai un menu qui me permet de sélectionner le type d'application. Dans ce cas-là, ce fichier s'ouvrira de façon systématique avec l'application qui a été sélectionnée. Mais comment faire si vous souhaitez que tous vos documents portant la même extension s'ouvrent, par exemple ici avec Adobe Professionnel? Dans ces cas-là, il vous suffit de cliquer sur Tout modifier. Tous vos fichiers PDF s'ouvriront désormais avec l'application sélectionnée. Vous pouvez bien sûr à tout moment faire machine arrière et remodifier le format de vos fichiers. De même, vous pouvez choisir de masquer l'extension, c'est ici que ça se joue, et de verrouiller votre fichier pour le protéger. Pendant que nous sommes sur cette fenêtre, vous voyez que vous avez un aperçu ici, dans la zone d'information. Cet aperçu vous permet, si le document est volumineux, de naviguer dans son extension, mais saviez-vous qu'elle peut aussi vous permettre de déplacer votre élément physiquement? Mon document est donc à l'heure actuelle sur le bureau. Si je prends mon aperçu et que je le fais glisser, vous voyez que mon document a été physiquement déplacé
je vais refaire le contraire, je vais cette fois-ci le remettre sur le bureau et voilà. De la même manière, si vous ne savez plus où est votre document, rappelez-vous qu'en appuyant sur la touche commande, vous allez pouvoir, en cliquant sur la petite icône en haut, voir le chemin pour retrouver votre élément. De la même manière, si vous faites en appuyant sur la touche commande, vous allez obtenir donc le cheminement. Et vous pouvez parfaitement déplacer et créer un alias qui est le synonyme de raccourci sur PC et vous permettant, donc l'alias est signifié par une petite flèche qui vous permet de voir qu'il s'agit bien non pas du document lui-même mais d'un simple raccourci. Donc en glissant en prenant cette petite icône, vous allez pouvoir faire un raccourci pour pouvoir le retrouver plus vite. Si vous souhaitez le déplacer, il faut maintenir physiquement. On va ouvrir un autre dossier. Si vous souhaitez le déplacer physiquement, il faut appuyer sur la touche Alt. Et dans ce cas-là, vous allez créer une copie signifiée par le petit plus. Et donc j'ai non pas un raccourci, mais bien une copie. Mon élément est toujours ici. Et j'en ai créé une copie à un deuxième endroit. Comment créer des zips? Cela est très facile, vous n'avez besoin d'aucune application supplémentaire. De la même manière que dans Windows, il suffit de faire un clic droit et de sélectionner Compresser. Vous allez obtenir directement un fichier zip. Si vous souhaitez faire passer un document à un PCiste ou simplement envoyer des documents que vous allez ouvrir avec votre propre PC, n'oubliez pas d'afficher les extensions, car sinon sur votre PC il ne saura pas quelle application utiliser et quel type de fichier c'est. Donc je vous rappelle, vous faites lire les informations ou commande I et vous cliquez, vous décochez masquer l'extension. À partir de là, si vous le faites passer sur le PC, il n'y aura pas de problème pour l'ouvrir. Nous allons nous attarder sur 2-3 petits raccourcis clavier importants à connaître. Le premier consiste en un sélecteur d'applications. Donc vous appuyez à la fois sur la touche commande et sur la touche tabulation. Vous voyez apparaître ici le navigateur des applications qui sont ouvertes et donc en maintenant la touche commande appuyée et en donnant des petits coups sur la touche tabulation, vous pouvez switcher d'application. Il vous suffit alors de relâcher la touche commande pour vous retrouver avec l'application que vous avez sélectionnée au premier plan. Donc je vais faire la même chose et on va aller chercher Safari et ainsi de suite. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point est pour mettre un fichier à la corbeille en un seul raccourci clavier. Imaginons que je souhaite mettre ceci à la corbeille, je le mets en surbrillance et j'appuie sur commande et sélection arrière, correction arrière si vous le souhaitez. À partir de là, mon fichier a bien été mis à la corbeille. Je vous rappelle également le commande Z qui vous permet d'annuler la dernière action que vous venez de faire et vous voyez que mon fichier mis à la corbeille a réapparu sur le bureau. Pour gérer le son avec les claviers Apple, vous avez bien sûr les touches mute, la touche pour diminuer le son et la touche pour augmenter le son. Mais il existe une petite astuce pour régler plus finement le niveau sonore qui consiste à appuyer sur la touche Alt, la touche majuscule, puis les touches de variation de volume et à ce moment-là, vous faites des variations d'un quart de carré. Dernière chose, si vous appuyez sur la touche Alt tout en appuyant sur une des touches de volume, vous ouvrez directement les préférences système sur le panneau de réglage de son qui vous permet alors par exemple de changer directement de type de sortie ou d'entrée. Vous pouvez parfaitement faire glisser des éléments dans le dock que vous souhaitez avoir sous la main. Dans le cadre des applications, rappelez-vous bien qu'il ne s'agit que d'un raccourci. Vous voyez bien que je n'ai pas déplacé mon application. Comment faire maintenant si vous souhaitez que une application se lance au démarrage par défaut? Vous avez plusieurs possibilités. Imaginons que je souhaite que Safari s'ouvre au démarrage de ma session. Première possibilité, vous faites un clic droit dans le dock sur l'icône de votre logiciel et vous allez sélectionner Ouvrir à l'ouverture de session. L'autre possibilité,
c'est de vous rendre dans les préférences système, de sélectionner la rubrique compte et d'aller dans ouverture. Vous allez dans ces cas-là, je vais ouvrir une fenêtre et je vais aller chercher mon application et je vais faire glisser mon application dans l'ouverture. Vous voyez qu'ici, là, j'ai un certain nombre d'applications. Si je souhaite supprimer, il me suffit de cliquer sur le moins afin de faire disparaître certains éléments au démarrage. De la même manière, si je reclique sur mon icône dans le dock, j'ai donc ouvrir à l'ouverture de session qui est cochée. Il me suffit de recliquer dessus pour faire disparaître l'application. Il est un souci que l'on a lorsque l'on passe et que l'on switch de plateforme, c'est la compatibilité avec son matériel, particulièrement en ce qui concerne les appareils photo numériques. Sachez simplement que sur Mac, un appareil photo numérique équipé d'une carte, alors je ne parle pas des appareils sur lesquels vous allez faire des photographies sur la mémoire interne de l'appareil, là vous risquez d'avoir des soucis. Néanmoins, s'il fonctionne avec une carte, le fait de prendre la carte et de la mettre dans un lecteur de carte, ou bien de raccorder directement en USB l'appareil photo, va vous permettre d'obtenir directement, comme s'il s'agissait d'un disque dur externe, les photos et le contenu donc de votre carte. Je branche ma carte sur mon lecteur et vous voyez apparaître un petit lecteur blanc sur le bureau qui s'appelle en général No Name et qui contient tout simplement les photographies. Comme vous le remarquez, par défaut, c'est iPhoto qui s'ouvre afin de récupérer les photographies qui sont stockées sur la carte mémoire. Comment faire si vous ne souhaitez pas avoir ce comportement, si vous ne souhaitez pas utiliser iPhoto, mais plutôt faire votre tri manuellement? Ce n'est pas dans iPhoto qu'il faut aller chercher cette information, mais dans l'application qui est planquée au fond du dossier. Application qui s'appelle transfert d'image. Si vous double-cliquez sur transfert d'image et que vous allez dans ses préférences, vous avez ici deux préférences principales. La première, d'ouvrir la fenêtre du scanner. Donc là, je vais tout simplement du scanner supprimer ceci. Donc, si l'appareil photo est connecté, ouvrir soit iPhoto, soit transfert d'image, soit aucune autre application, soit une application complètement différente, Aperture, Lightroom et ainsi de suite. Pour finir aujourd'hui, je vais vous donner une petite précision quant à l'entrée audio de votre Mac. Les Macintosh sont équipés d'une entrée audio qui est une entrée ligne et non pas une entrée micro. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser le périphérique de type micro-casque équipé d'une prise micro sur votre Mac, ça ne marchera pas. Le signal capté sera tellement microscopique qu'il ne sera en fait pas du tout détecté. C'est exactement le même problème si vous branchez directement une guitare ou un piano sur cette entrée ligne. Il vous faudra donc créer une amplification avant de brancher, effectivement avant d'arriver dans l'entrée ligne, une amplification du signal. Pour ce faire, vous avez plusieurs possibilités. La première et la plus simple est de s'équiper d'un périphérique d'entrée de type micro-casque USB, qui dans ces cas-là ne posera pas de problème d'amplification puisque ça passera directement par une espèce d'émulation USB de carte son. Vérifiez bien quand vous achetez votre micro qu'il est compatible Mac. Je dirais que la marque Logitech fait de bons casques, ainsi que la marque Plantronic, et en règle générale, je n'ai jamais eu de soucis. La deuxième possibilité est d'acheter donc un adaptateur, un émulateur de carte son externe qui se branchera, elle, en USB. C'est le cas du Fast Track,
que j'utilise moi pour faire l'amplification de mon micro, mais c'est également le cas d'un petit périphérique qui s'appelle iMic, que vous trouverez chez de nombreux revendeurs de matériel Mac et qui vous permettra d'amplifier le signal de votre micro équipé d'une fiche jack. Pour finir, vous avez également une sortie dite optique qui vous permet de faire du 5.1 et donc, que vous pouvez sélectionner ici en sortie numérique intégrée. Donc attention, tous les périphériques que vous avez peut-être déjà achetés pour votre PC ne seront pas forcément systématiquement compatibles Mac, et il existe encore un certain nombre de matériel qui ne peut être utilisé même avec des bidouilles. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et je vous retrouve bientôt avec la suite du PC au Mac. Bye bye!